Bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles d'Expression. Merci une fois de plus d'être avec nous. Nous allons vous parler des amandiers sont morts de leurs blessures de Tahar Benjeloun, marocain. Et ensuite, nous avons Marine Pak, un jeune Gabonais talentueux. Nous terminerons par la chronique de Soulé, n'est-ce pas? Oui. Tahar Benjeloun est né à Fès au Maroc en 1944. Il poursuit des études de philosophie à l'université Mohamed V de Rabat. Mais soupçonné d'avoir participé à des manifestations estudiantines, il est sanctionné par un internement dans un camp disciplinaire de l'armée de 1966 à 1968. C'est là qu'il trouve l'inspiration et collabore secrètement avec la revue marocaine Souffle. Libéré, il enseigne la philosophie en français. Il publie en 1976 La réclusion solitaire. Les amandiers sont morts de leurs blessures en 1976. Recueil de poèmes pour lequel nous sommes là. En 1977, La plus haute des solitudes. En 1985, L'enfant de sable, qui le fait connaître d'ailleurs aux téléspectateurs et au public. Sa plume devient de plus en plus engagée lorsqu'il publie plusieurs essais pédagogiques, dont Le racisme expliqué à ma fille. Il a obtenu le prix de l'amitié franco-arabe avec Les amandiers sont morts de leurs blessures. En 1973, il publie son premier roman Arruda. Il a reçu le prix Goncourt pour son roman La nuit sacrée. Le roman, Cette aveuglante absence de la lumière en 2004. Il obtient le prix Impact à Dublin. Il reçoit la Légion d'honneur de France, le prix de la paix Erich Maria en 2011 pour son essai L'étincelle, révolte dans les pays arabes. Ses derniers livres connus sont Le mariage de plaisir de 2016, Un pays sur les nerfs 2017, La punition 2018. Ce recueil de poèmes, Tahar Benjeloun, les amandiers sont morts de leurs blessures, commence par un hommage. Un hommage du poème qui ouvre la section qui a donné son nom au recueil, à l'ensemble des poèmes. La section Les amandiers sont morts de leurs blessures, et c'est une lettre à Dima. Dans cette lettre, dans ce poème, Tahar Benjeloun rend hommage à sa grand-mère. Sa grand-mère qui est décédée et celle qui s'est éteinte dans la douleur, pour le citer. Sa grand-mère est morte et il nous dit qu'elle est morte dans la maison de son fils aîné. On voit ici l'hommage rendu bien sûr à la grand-mère, mais rendu à la culture marocaine, où c'est le fils aîné qui garde jusqu'à la fin sa mère. Et si le fils aîné n'est pas disponible, c'est le cadet. En fait, c'est vrai que la mère doit habiter avec ses fils et pas avec ses filles. Dans la mesure où ses filles vont rejoindre d'autres familles, c'est le fils qui doit garder sa mère. On voit ici un trait culturel du Sahel, parce que tout simplement, ce sont les enfants et non les hospices, et non les centres où on des mouroirs des personnes âgées. Un trait de la culture marocaine, une peinture de la culture marocaine. Le deuxième poème, c'est à Leila Chadid, et il nous parle du village du nord du Sinaï. On en revient à ce conflit israélo-palestinien, palestino-israélien si on veut, et c'est la douloureuse question qui interpelle tout le monde. Cette question pour laquelle tout le monde a une solution, mais tout le monde fait semblant de ne pas savoir quoi faire. Et on ne sait même plus pourquoi on est embarqué dans cet engrenage sans savoir comment en sortir. Est-ce qu'on n'est pas dans le syndrome de Stockholm? On a tellement souffert qu'on n'a pas envie de vivre autrement, on ne sait pas. Toujours est-il qu'on voit ici Tahar Benjeloun comme un écrivain engagé, qui donne sa solution, qui prend position dans ce poème. Et toujours cette question qui mérite de trouver une réponse avec Mahmoud Darwish, Une terre orpheline. Cette terre orpheline qui est toujours avec le fait que dans ce désert, dans ce Sinaï, il faut en laisser passer.
parce qu'il y a c'est une nationalité indéterminée. Qu'est-ce qu'on est dans le Sinaï? Est-ce qu'on est palestinien? Est-ce qu'on est israélien? On est israélien pour qui? On est palestinien pour qui? En fin de compte, il y a une quête de dignité par rapport à la nationalité qui ne s'affirme pas. Et c'est le poème de la page 18, c'est comme un cri du cœur. Arabie, point de suspension, Arabie. Et c'est là où on voit cette Arabie-là qui, à cause du pétrole, à cause du pétrodollar, perd ses valeurs humanistes. Et cette interpellation de Taha Benjeloul qui nous demande de rester fidèle à tout ce qui est positif, en dépit du dollar, en dépit du bien matériel. Et cela continue, toujours cet engagement continue avec la main et les nuques. Ce poème du 27 septembre 1975, la mort et la vie se côtoient. Cette souffrance morale, cette souffrance physique, les humains oppressent d'autres humains. Pourquoi? Parce qu'ils se croient plus nantis. Et justement, quand le dollar avance, l'humanisme recule. Et justement, à la page 22, on a toujours cette souffrance dont il parle. Cette souffrance est là où il défend tous ceux qui ont besoin d'être protégés. Et c'est le premier poème écrit en vers du recueil. C'est un poème sans titre, parce que tous les poèmes qui ont précédé ceux dont j'ai parlé sont en prose. Nous avons peut-être un récit poétique ou une poésie romancée. Toujours est-il que le texte poétique est en paragraphe, ce texte poétique est en prose. Le premier texte en vers conduit à la poétique du soleil, comme si le soleil était l'astre qui va délivrer, l'astre qui protège, qui met des stigmates, qui pose des stigmates sur la peau, mais qui est un astre salvateur, et c'est l'astre vers lequel les yeux se lèvent pour éviter la désespérance. Et il nous dit que cet astre est plus fort que la mort. Et c'est un poème qui s'insurge contre le silence coupable qui peut conduire à la désespérance. Et ensuite, il nous dit d'un poème qui s'écrit, qui se dit, qui a comme titre « Écrire comme on se tait ». Et la prose revient. La fièvre du pétrole qui détruit les valeurs humanistes revient. Et il y a une visualisation du courage, de la générosité des hommes du désert. Voilà, le désert est une somme de pénurie. Mais, je sais, c'est pas paradoxal, mais ça semble paradoxal de voir des hommes du désert là où il n'y a rien. Là, on dit que c'est une somme de pénurie, et c'est comme ça que les gens du désert sont généreux. Cette générosité qui est une valeur fondamentale chez les Touaregs. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, on est dans le métro parisien. Après le désert et sa générosité, on est dans le métro parisien, comme si ces deux poèmes étaient mis en parallèle avec un homme venu d'une autre durée. Il est noir, il a l'air pauvre, il a l'air... comme il est pauvre, et comme il a l'air pauvre, il a l'air malade mental. On fuit, on le regarde, on l'évite dans le métro. Et il nous montre justement cette fois-ci cette ignorance qui rend l'homme raciste, cette ignorance qui rend l'homme méchant. Et c'est la description de l'ignorance qui conduit au mépris de l'autre, qui conduit à l'indifférence de l'autre, qui devient tellement transparent qu'on peut lui marcher dessus dans le métro sans s'en rendre compte. Voilà, c'est les premiers poèmes de ce recueil qui m'interpelle directement, qui m'interpelle personnellement. Je suis très touchée par toutes les valeurs que Taha Benjeloul est en train de défendre. Oui. Et dans les pages qui suivent, ces poèmes en vers libre permettent à l'auteur, Taha Benjeloul, d'exprimer cette fois-ci sa sensualité à travers l'évocation des filles de Tanger, des filles de Tétouan. Ici, on a plusieurs images de la femme, images presque idylliques. Il y a une sublimation des filles de ces personnes-là qui sont comme en harmonie avec le paysage. Il y a des captures d'images. Le poète les présente dans leur simplicité, dans leur nature première,
ce qui permet à l'auteur de montrer un peu sa sensualité. Et en même temps, l'occasion de montrer son attachement à la beauté du paysage. Donc, paysage humain et paysage physique sont en harmonie. Il y a une symbiose. Elles sont peintes sur le plan physique et également sur le plan moral. On retient de ces portraits le trait de la pudeur. Et vraiment, c'est une sublimation de la beauté féminine dans ces poèmes. Tétouan, notamment Tétouan est un beau paysage qui exprime une espèce de nostalgie, d'attachement du poète à sa terre natale. Tétouan, comme c'est des déserts, mais cette fois-ci les déserts sont vivifiants, sont riches, sont des lieux où on peut prospérer. C'est vrai. Et c'est l'occasion également, dans une espèce de poésie romancée, de récits qui montrent un peu le cheminement de ces filles qui partent du bas âge à l'émancipation, la vie à l'école, les premiers amours. Hein, il évoque les essais du garçon, les baisers, les premiers baisers, ces filles qui vont faire ces expériences-là, qui retiennent l'attention pendant longtemps, qui marquent, et jusqu'à peut-être l'échec. Il y a toujours chez Taha Benjelloun quelque chose comme une réussite qui va vraiment s'estomper avec le temps. Mais c'est un poème qui permet de magnifier la nature, qui permet de célébrer ces amours-là. D'ailleurs, il n'arrête pas, hein, dans les vers qui suivent de la page 49 à la page 75, il parle d'Asila. Asila, c'est intitulé Asila, saison d'écume. C'est un très long poème, hein, n'est-ce pas? Et dans ce poème-là, il y a des oppositions. Opposition ville-campagne, jour-nuit. D'accord? Et la ville est caractérisée par des pierres, des murs, les orphelins, les filles, le mal, la lumière, n'est-ce pas? Et la misère que la lumière permet cette fois-ci de voir. Hein, le soleil a, si vous voulez, un effet, je ne dirais pas maléfique, mais révélateur. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe alors que l'obscurité les cache cette misère, toutes ces souffrances-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va, vous allez voir, hein, vous l'avez sûrement senti, et il y a un regard vers la mer qui symbolise la liberté, les vagues, l'écume, qui nettoie les cicatrices, n'est-ce pas? Et le poète, hein, il cite un ensemble, une litanie de douleurs et de souffrances qui sont atténuées quand le soir, il regarde la télé. Mais là, en termes d'écriture, il allie le vers libre au paragraphe chargé comme des grappes, hein, pour marteler la complainte de répétition avec des syllabes dures. C'est ce qu'on ressent dans ces lignes-là. Voilà. Toujours par rapport à la ville et au soleil, la section intitulée Cicatrices du soleil. Cette section va de la page 77 à la page 102. Et le premier poème est lui-même intitulé, a le même titre que l'ensemble de la section Cicatrices du soleil. Ce que je disais tantôt, qu'il y a des stigmates qui se posent sur la ville, qui se posent par synecdoque, n'est-ce pas, ce qui se pose sur la ville, mais qui se pose aussi sur les habitants de cette ville. Et c'est un poème en vers où la présence du soleil se range, le soleil se range du côté des opprimés en laissant une empreinte cosmique qui est vivifiante. Et le poème qui suit est un poème sans titre, en vers libre, qui a cette structure classique du poème du XXe siècle. Un système énonciatif où le jeu s'adresse au tu. Et c'est classique. Pourquoi? Parce que la poésie engagée qui défend les valeurs existentialistes pour libérer le peuple. Marrakech l'œil. Quand on parle de Marrakech l'œil, après, je pense qu'on parlera plus tard de la main. Ce sont des symboles qui sont
liées à la culture arabe. Quand on parle de l'œil, il y a des symboles, par exemple, qui disent, avec cet œil ouvert, qu'il y a le pouvoir d'éloigner les vibrations négatives, d'éloigner tout ce qui est satanique. Et cet œil-là qui protège, on le voit souvent avec une main. Et à l'intérieur de la main, il y a un œil. C'est tout un symbolisme qui appartient à la culture du Maghreb, à la culture berbère, à la culture arabe en général, parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a un syncrétisme qui appartient et au Maghreb, et à l'islam, et aux Arabes. Aux Berbères, oui, au Maghreb, aux Berbères et aux Arabes en même temps. Et dans Marrakech, l'œil, c'est la description de la ville, la culture arabe en relation avec l'œil de la main de Fatima, où on met cet œil pour protéger, cet œil protecteur. Et on a aussi des choses de l'été dans le même poème. On a au café, c'est le même poème. C'est le même poème. Pourquoi? Parce que c'est toujours le poème dans la ville. Le cadre spatial, c'est la ville. On voit ici cette modernité de Tahan Benjeloul qui, pour parler du peuple, pour parler de son engagement, utilise comme espace, utilise comme cadre spatial la ville. Je pense que c'est la ville où il voit cette culture arabe qui est en train de se métamorphoser. Et je pense, j'ai l'impression qu'il a peur. Il a peur des choses de l'été. Il a peur du Marrakech qu'il connaît. Le Marrakech qui se métamorphose, et c'est le Marrakech qui est devenu un Marrakech avec des cafés. Je pense que le café, c'est le lieu par excellence de la ville, des rencontres de toutes les populations, de toutes les couches sociales, de toutes les sensibilités qui se retrouvent au café. Et peut-être le café est devenu maintenant l'univers symbolique de la ville arabe. Oui. On voit que petit à petit, on passe du jardin, du paradis, au monde, à l'univers du mal. Le poète met l'accent maintenant sur la souffrance, sur la discorde sociale. Au fil des pages, on s'éloigne du monde de paix, du monde de rêve qu'incarnaient les filles de Tanger, qu'incarnaient les filles de Tétouan, pour maintenant nous retrouver dans une société qui a totalement muté, qui a totalement changé, et où la discorde règne, où les attentes sont frustrées, où on passe de l'échec, et le mot suicide revient comme un leitmotiv. On est plus proche de la mort, la vie ne se vit plus pleinement. La jeunesse, et il utilise une belle métaphore, ces étoiles meurtries, ces jeunes, cette jeunesse est blessée, elle se meurt, elle n'a plus d'espoir, et parce que c'est totalement l'insensé, le règne de l'illogique qui prend pied, qui s'enracine. Et totalement, et tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. Et le poète exprime sérieusement cette douleur. Cette souffrance est poétisée au maximum. C'est vrai. Cette souffrance dont tu parles là, ça continue dans les pages 126 à 146, où il y a 4 poèmes. L'arbre, j'ai une ville dans les yeux, il revient sur Assila. Tanger, ce que tu avais dit, porte de l'Afrique, la planète des singes. Alors l'auteur, cette fois-ci, il laisse libre cours à son imagination. Et c'est l'imagination qui occupe ici l'espace romanesque. Par la métaphore d'un arbre. Un arbre ogre, un arbre qui se nourrissait de chair d'enfant. Et ces enfants-là disparaissaient, et semble-t-il, et voilà ce qu'il dit, parce que transformés en boîte de conserve, ou alors leurs organes étaient vendus aux hôpitaux américains. Je pense que là, c'est l'allusion à la mort des enfants, qui sont les premières victimes des guerres. Et cette évocation, d'ailleurs, tourne en une forme de démence. On a l'impression, et c'est lui qui le dit, à une forme de démence. Et c'est l'évocation, ça s'achève par l'évocation d'une ville symbole, Assila, dont il avait parlé. Et les mots sont fusionnés. Il y a une répétition, comme s'il martelait, il y a des anaphores, etc. Il cite aussi Tanger.
et ce qu'il a commencé à faire déjà dans ce que vous nous avez dit, Tanger, qui est pour lui une ville plaie, une ville blessure, c'est ce qu'il ressent. Tout comme il décrit le Maroc, un beau pays, mais aussi pays de lucre. Là, il s'attaque un peu aux excès des touristes, ou voilà. Et il utilise cette fois-ci d'ailleurs la deuxième personne du singulier, comme s'il désignait les coupables, hein, les responsables, avec des phrases dans lesquelles on sent, parce que des phrases poèmes, où il y a des sons gutturaux, des sons extrêmement durs. C'est ce qu'on sent dans ces poèmes-là. Dans tout le texte, dans tout le recueil, nous avons une peinture sans complaisance de la ville. Il y a une énumération des valeurs culturelles. Il y a une énumération des valeurs humanistes appartenant à la culture berbère, à la culture du royaume chérifien. Nous avons aussi beaucoup de douleurs, beaucoup de propositions pour sortir de cette misère psychologique et physique. Et en même temps, il y a cette espérance qui part de l'œil. Tout au long, il y a cette espérance qui part de l'œil. Et à la page 149, nous avons une variation, un poème qui s'intitule Variation sur la main de Fatima, en relation avec la culture islamique. Et dans cette culture, nous avons une ville sanguesue, bien sûr, mais une ville où le poète nous renvoie à des visions positives. Ce n'est pas la désespérance. Avec la main, à la page 156, il parle de Casa Martyr, Casa, Casablanca. Casablanca est toujours cette ville qui a une valeur esthétique sur le plan architectural. Dans les arts... Casablanca a une âme. A une âme dans les arts visuels et justement il reprend avec l'aube des dalles. Quand il parle de dalles, on parle de dalles en rapport avec la ville. Casablanca, dès qu'on parle de Casablanca, on voit, je sais pas, cette lumière blanche. Et après, il y a les dalles. Les dalles qui reviennent pour parler du mythe d'Orphée. On voit ici qu'en dépit de cette douleur, le poète n'est pas dans la désespérance dans la mesure où il voit avec les valeurs positives appartenant à la culture berbère, avec ces valeurs positives de la culture islamique, et en dépit de toute cette douleur-là, je pense qu'il y a un espoir. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié le recueil. Et il décrit des choses dures, mais il n'est pas pessimiste. Oui. Exact. Et c'est justement ce qui est encourageant. Il y croit. Il est loin de ce qu'on appelle en général l'afro-pessimisme. Effectivement, c'est le poète de la douleur. Il poétise la souffrance de tous ces peuples exclus, hein, comme les Palestiniens. Mais, comme elle fait remarquer, ça finit toujours par une note d'espoir. La Palestine, il commence les poèmes sur la Palestine par une prose. Clairement, il présente la Palestine comme un concentré de douleur. C'est la mortifère, la ville qui tue, les enfants meurent. On n'y peut rien c'est l'impuissance. Il évoque les prières, il montre une image, il dit « Je suis usé par mes prières ». Mais il y a le soleil. Voilà. Et c'est la nature, c'est le paysage qui vient au secours de l'homme. Ces arbres-là, comme des témoins, permettent aux poètes d'avoir l'espoir. L'espoir que... il va jusqu'à penser que le désert va enfanter. Vous voyez? Ces enfants ne meurent pas pour rien, mais le désert va enfanter. Vous voyez? Et que ce n'est pas la peine de pleurer. Vous voyez? On a beau pleurer, les larmes ne servent plus à rien. Ouais.
Il n'est pas dans la désespérance, comme dit Innocente, même s'il se plaint. On le sent d'ailleurs dans ce qu'il a intitulé le discours du chameau. Dans le discours du chameau, c'est la mémoire qui se libère. Là, il se livre par des paraboles et des légendes. Parce que pour lui, l'horreur est plus douce à entendre en poétisant tout cela. D'accord? Cette horreur aussi, c'est le chameau. C'est le chameau qui la livre et qui justifie la violence du peuple palestinien qui a beaucoup subi. Et cela, on le sent par les souffrances subies, les injustices, les génocides vécus, le sang versé. Et ce sang versé, malgré tout, il le dit, fécondera la terre. La preuve, le jasmin qui pousse en hiver, n'est-ce pas? Il cite entre autres les martyrs, Ghassan Kanafari, écrivain poète assassiné en 1972 par un commando sioniste à Beyrouth. Il placarde aussi les tireurs d'élite qui tirent indûment, aveuglément sur les enfants, les femmes, les gens âgés, etc. Ce discours, quand on regarde, quand on l'analyse, ce discours fait penser par la disposition des vers, des lignes, des décrochages à des vomissures. Moi, c'est ce que je ressens. Quelque chose qui sort. Et ces mots-là, l'impression que je ressens charrie des ressentiments. C'est-à-dire, j'ai l'impression, comme on le dit, il vit des moments peut-être qui semblent être des moments de désespérance, puis d'espoir, de désespérance, espoir, mais jamais d'abandon. De toutes les façons, la culture arabe est une culture forte. La culture arabe appartient à une très vieille civilisation. L'une des civilisations les plus vieilles du monde. Les Arabes ont, comme nous le savons, ils ont inventé beaucoup. Ils ont inventé les mathématiques et ils ont eu les premières césariennes. Et ils ont inventé l'alcool avec l'asepsie, n'est-ce pas? Et je m'arrête là, mais je pourrais continuer à dire ce que les Arabes ont inventé. Et puis le désert, c'est un espace magnifique. Je le dis souvent, les gens du désert, les hommes du désert sont les plus beaux hommes du monde. On les voit sur les chameaux, île de l'île, ils ont cette grâce. On a l'impression qu'ils sont en train de surfer sur les dunes de sable. Et une civilisation aussi forte, aussi belle, ne peut pas être gangrénée par le pétrodollar. Ça ne peut pas être gangréné par le bien matériel qui est venu avec le pétrole qui est sorti du sol. Ce n'est pas possible. Il y a toujours cette espérance, cette force qui habite Tahar Benjeloun et qui va résister. Il va résister pour que perdurent les valeurs humanistes du monde arabe. Non, l'appétence pour les produits manufacturés n'altère pas en tout cas son espoir pour le retour. Il y a une espèce de nostalgie par rapport à sa terre natale qui est source de vie, source d'une civilisation puissante comme elle a présenté tout de suite. Et on voit que Tahar Benjeloun fait appel à la nature, aux éléments de la nature pour reconstruire l'homme. Et il y a vraiment cet espoir que la bataille, ce n'est que cette guerre n'est pas gagnée, mais elle va être gagnée. Oui. On le sent dans les derniers vers d'ailleurs. Dans les derniers vers, on sent une succession. Et ça continue, ça énerve tous ces recueils de poèmes. Succession d'évocations poétisées qui déferlent. Comme une sorte de roulis de souffrance, de dénonciation. Et il prend comme témoin le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. À la fin de ce recueil d'ailleurs, il y a certes une note triste, n'est-ce pas, par la confession qui continue par rapport à toutes les pertes subies sur tous les plans, mais l'espoir renaît. Cette fois-ci, comme l'a dit Innocent, comme tu l'as dit, avec le soleil, le jour, le chant lexical des colombes, les termes comme la tendresse, les blessures arrosées de jasmin, le printemps, les couleurs, l'étoile du matin, l'aube. C'est toujours la confession du chameau à la fin, mais avec une émotion fertile d'espoir et d'espérance. Voilà comment à peu près se termine cette œuvre. Un très grand écrivain. Et merci, cher compagnon. Et j'avoue qu'avec lui, on aurait pu continuer pendant 1 heure à parler de Tahar Benjeloun. Et plus même. Une belle plume. Un auteur extrêmement engagé. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes obligés d'arrêter et de recevoir ce jeune garçon-là qui est venu nous rendre visite aujourd'hui et que vous allez entendre.
chers téléspectateurs, retour sur le plateau où nous recevons Marine Pack. Marine, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Paul. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je te présente mes compagnons, Innocente Courant. Bonsoir Marine. Bonsoir Innocente. Souley Agara. Bonsoir Souley. Bonsoir. Je vais d'abord saluer les téléspectateurs de cette belle émission qui est Expression, que d'ailleurs je prends plaisir à suivre de temps en temps. Merci. Donc je vous salue tous et je suis honoré d'être parmi vous ce soir. Et nous également. Plaisir partagé. Merci. Ben, écoutez, moi je suis Marine Pack, artiste, auteur, compositeur gabonais. Je suis né à Port-Gentil dans le Gouet-Maritime, mais je suis originaire de la province de l'Anyanga, au fond du sud du Gabon. Donc je suis gabonais et voilà. Au fond du Gabon, c'est Tchibanga. Tchaïbang City. Ah, yes. C'est chez moi, la terre-mère. Très bien, qu'on appelle Tchaïbang City. Représenté par ce beau visage-là, qui est masque Pounou, pour ceux qui connaissent. D'accord, ça c'est le masque Pounou. Voilà, j'ai cette fierté-là de porter le masque Pounou. Mais qu'on est fiers de te voir porter et qui sûrement nous protège tous. Voilà. C'est sûr. Mais Marine, explique-moi, sincèrement, explique-nous. Marine, on a parlé et tu m'as dit que tu étais dans le pétrole. Marine, le pétrole, tout le monde va aller dans le pétrole. Tous les Gabonais, tous les Maliens, tous les Burkinabés, tout le monde va dans le pétrole. Marine, tu laisses le pétrole pour aller dans autre chose. Explique-moi, Marine. Bon, mais écoute, Paul, on rêve toujours de l'inconnu, en fait, de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai, j'ai fait des études. Après mon baccalauréat, j'ai suivi une formation en HSE. Donc, j'étais superviseur HSE. HSE, qu'est-ce que c'est? C'est hygiène, sécurité, environnement. Ok, oui. Donc, nous sommes là pour la prévention sur les sites pétroliers, pour éviter les incidents, les accidents, tout ça. Voilà. Donc, voilà. Mais après, à un moment donné, on se rend compte que c'est comme si on s'était trompé de métier, en fait. Comme si on s'était trompé de métier, parce qu'à des moments, je me retrouvais au bureau, je m'ennuyais, sérieusement. Lorsque j'avais terminé, par exemple, ma réunion avec les employés, tout ça, et à un moment, tu es face à ton ordinateur, tu as terminé tout ce qui est rapport, tout ça, mais je me mettais à rêvasser, je me voyais sur des scènes avec le mic, tout ça. Et il y avait déjà, en fait, il y avait une naissance d'un conflit en moi, en fait. La fibre artistique. La fibre artistique parlait en moi. Donc du coup, Elle vibrait fort. Elle vibrait très fortement, honnêtement. Mais après, c'est vrai, il y a l'argent d'un côté, l'autre côté aussi, il y a la passion. Mais écoutez, à un moment donné, je pense que j'ai choisi la passion. J'ai choisi la passion parce que je voulais être vrai, et je voulais être moi-même. Exact. Parce qu'en réalité, ce que les gens ignorent, c'est bien de suivre l'argent. On va sur les sites pétroliers d'abord. Nous sommes... demandez à tous les pétroliers, ceux qui font des sites. En réalité, nous sommes des prisonniers de luxe. Prisonniers de luxe, c'est-à-dire... Ouais. Ça veut dire Ils sont sur les plateformes isolées du monde. Nous sommes isolés du monde. Nous sommes toujours absents. Nous ne sommes pas toujours prêts. La vie de famille n'est pas... Mais écoutez, déjà moi, je me suis séparé avec la mère de mes enfants. Ok? Je me suis séparé. Nous avons eu 2 enfants parce que je n'étais jamais présent. En un an, j'étais présent peut-être 5 mois, donc on pouvait avoir un enfant là, mais je ne voyais même pas grandir. À chaque fois que je prenais l'avion ou le surfeur, mais j'avais des larmes, j'ai larmoyais lorsque je voyais mon fils ou ma fille pleurer. Oui. Vous voyez, à un moment donné, on se pose des questions. Oui, on suit de l'argent, c'est bien, mais à quel prix? Exact. C'est vrai. À quel prix? Ben, moi, à un moment donné, excusez-moi, j'ai fait mon choix. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai mis un peu d'argent de côté, mais je vais m'épanouir avec ma famille. C'est la raison pour laquelle j'avais démissionné pour m'installer sur Montréal, donc au Canada. Malheureusement, nous sommes dans un pays, excusez-moi, mais c'est la vérité, où rien n'est sécurisé.
D'accord, j'avais épargné de l'argent dans une microfinance appelée Bersal, mais j'avais été victime, j'ai perdu des millions là-bas. Et à la même occasion, lorsque je démissionne, je lance mon premier single, Mou et tout, mais je n'ai pas pu le soutenir, en fait soutenir par la promotion, parce qu'à un moment donné, j'étais à court des sous. Oui, ça a eu un flop. Voilà. Marine, quelle est ton activité artistique? Bah, écoutez, c'est vrai, je suis dans le chant, mais en dépit du fait que j'évolue dans le chant en tant qu'artiste, auteur, compositeur, je suis également acteur culturel. Donc, je suis un concepteur de projet, j'ai une structure que je suis en train de changer de nom, qui s'appelait Cabao Street Events, donc qui fait dans l'événementiel. J'ai organisé des concerts un peu partout là, que ce soit dans le nord là-bas, les Bakokobi, Chigamba, Chibanga, tout ça. J'ai organisé pas mal de spectacles où j'ai invité d'autres artistes, d'accord, qui étaient déjà plus cotés que moi, tels que, bon, je vais quand même les citer, hein, parce que ce sont des bons collaborateurs, hein, tels que Léonel du groupe LMT, voilà, ils ont chanté un morceau, elle s'appelle Leslie, tout ça, Lord Elkas, c'est l'un, pour moi, hein, c'est l'un des meilleurs rappeurs au Gabon, hein, il n'est plus à présenter. J'ai invité pas mal de groupes tels que les Crazy Design, ainsi de suite. Donc on a fait un peu le tour, ainsi de suite. Bon voilà, donc c'est un peu mon actualité culturelle, on va dire. Très riche. Allez, pour aller dans le sens des origines, là, Marine, comment est née ton inclination pour la musique? Bon, écoutez, honnêtement, j'ai été influencé. J'ai été influencé par un de mes aînés, qui était le leader du groupe Communauté Black. D'accord, on l'appelait Disungui, il est mort à la Pointe-des-Lits, un 1er janvier. Oui. Et voilà, donc moi, j'évoluais déjà pratiquement à leur côté, on va dire ça comme ça. J'évoluais à leur côté, mais déjà mon initiation dans le chant se fait dans les chorales. Parce que j'ai grandi dans les chorales, parce que je suis de l'Alliance catholique. Mais après, en terminale, j'ai intégré le groupe, la chorale des Anges ABC du lycée national Léomba. Qu'on connaît très bien. J'ai obtenu le bac au lycée national Léomba en 2003, 2003-2004. Et bien voilà, donc déjà là, je flirtais déjà avec le chant en fait. Pourquoi avoir choisi la musique? Mais oui, mais comme je disais, la musique résonnait déjà en moi. Elle parlait en moi. Et du coup, à un moment, j'ai voulu résister. Sachant qu'au Gabon, on ne vivait pas. Je dis bien on ne vivait pas, parce qu'il y a certains aujourd'hui qui vivent, d'accord, entre guillemets, des personnes un peu sérieuses que moi je connais directement, qui vivent de leur art ici au Gabon. Mais à l'époque, je ne pouvais pas choisir ou encore me lancer directement dans la musique, sachant que la musique n'avait pas d'avenir en tant que telle au Gabon. Donc, mais à un moment donné, on choisit la musique parce que faut pas se mentir à soi. On peut mentir au monde, mais à soi-même, on ne se ment pas. Il faut être vrai. Et moi, j'aime être vrai. Moi, je suis original. D'accord? Lorsque je chante, on sait directement que là, c'est Marine Park qui chante. J'aime l'originalité. Donc, du coup, j'ai voulu être vrai avec moi-même. C'est la raison pour laquelle j'ai même claqué les portes du pétrole pour me lancer dans la musique. Parce que je pense qu'avec la musique, j'ai comme l'impression de faire un avec la musique. Wow. Alors, cette musique-là te donne satisfaction. D'ailleurs, on le sent dans tes yeux, hein, dans ton regard. On sent je pense, hein, je reflète même, hein, je pense. Hein, sans prétention aucune, mais je pense quand même que... On le sent, tu nous le transmets d'ailleurs. D'ailleurs, je propose que quel son tu peux nous proposer là tout de suite qu'on va écouter. Déjà, il y a un morceau qui est en promotion, Cristal. Hein, voilà, Cristal. Bon, je vous propose Cristal. D'accord, on écoute Cristal. Ça me donne l'appétit. Cristal quand elle me bouge, ça me donne bambo et lili. Regarde
Pourquoi Cristal, le titre? Bon, Cristal, c'est une déclaration d'amour. Ah, C'est une déclaration d'amour faite à l'endroit d'une certaine Cristal. Ok. Et ben voilà. Donc, vous n'allez pas fâcher la mère des enfants, non? Non, mais la mère des enfants, c'est fini. D'accord. Voilà. Pourquoi le pseudonyme Marine Pack? Ben, Marine Pack, comme je disais tantôt, il faut être original. D'accord? Moi, j'aime l'originalité. Marine, parce que je suis le Benjamin de ma mère. En langue pour nous, Marine veut dire Benjamin. Marine. Lorsque une femme dit « Ah, ou Marine Man », ça c'est mon Benjamin. Le dernier. Et c'est affectueusement Marine. D'accord. Pâques, parce que, vous savez, Pâques vient de Pascal, parce que du vrai nom c'est Nzamba Lingui Pascal. Mais comme je suis né en période Pascal, donc en Pâques, mes aînés m'ont donné Pâques. Du coup, lorsque vous arrivez chez moi, vous demandez Pascal, peut-être des collègues, hein, mais mes proches, parfois se perdent. Hein. Vous demandez Pascal, on vous dira qu'on ne connaît pas Pascal. Mais si vous dites Pâques, alors tout le monde. Voilà, donc du coup, lorsque je me suis lancé dans la musique, et étant donné que j'aime l'originalité, j'ai gardé ce nom Marine, affectueusement appelé par ma maman, et Pâques par toute la famille. Donc Marine Pâques. Mais ça reflète aussi mon identité en réalité, parce que je suis dans la musique tradi-moderne. D'accord. Et mon nom est tradi-moderne. Oui. D'accord. Marine, ça me ramène dans mon village, chez moi, dans ma tradition, ma culture, et Pâques, parce qu'il y a l'Occident qui vient. Et on vit aujourd'hui dans un brassage, c'est un métissage aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qui me donne Marine Pâques. Ben, surtout pour quelqu'un qui va, après l'ouverture des frontières, retourner et s'installer au Canada, ben, c'est bien qu'il y ait cette ouverture d'esprit-là. Pour nous, Marine. Marine. Ah, Marine. Si tu dis Marina, c'est toujours moi. Marina, c'est moi. Marine. Avec le A qui a une connotation affective. Voilà. Marina, ça veut dire, bon, c'est une maman qui est là. Hein? D'accord? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Votre Benjamin, vous êtes très attaché, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est un nom qui ramène à l'affection. Alors, Marine Pâques, est-ce que tu es produit dans un label ou tu fais de l'autoproduction? Non, moi je fais dans l'autoprod. Autoprod, parce que déjà, au Gabon, il n'y a pas de production en tant que telle, et j'assume. D'accord. On peut voir, hein, il y a combien d'artistes au Gabon, combien sont connus sur le plan international, on compte. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule quand même maison de production au Gabon, parce qu'on a quand même, faut pas se le cacher, elle fait quand même la fierté du Gabon, Chanel. D'accord. On connaît Chanel en Côte d'Ivoire, on connaît Chanel un peu partout. Mais je dis quand même que quand quelque chose est bien fait, il faut le dire, quoi. Absolument. Voilà. Chanel aujourd'hui fait la fierté du Gabon et vraiment félicitations à la franchise. Voilà. Mais au Gabon, il n'y a pas vraiment de maison de prod. Il n'y a pas de maison. Moi, j'écoute des gens dire, moi, je suis produit par tel truc, telle maison, mais tu es même à pied. Hein? Même loué, en fait, je ne sais pas, tu as quel mode de vie. On parle de quelle production? Moi, je préfère me produire, en fait. Moi-même, je réalise mes clips vidéo, je m'envoie moi-même en studio, je fais avec le b.a.-ba, les petits moyens que Dieu me permet de posséder, tout simplement. Compliqué, Alors, hein? on reste sur le registre financier, sur l'enjeu financier. Est-ce que aujourd'hui la musique nourrit son homme? Quel est le statut de l'artiste au Gabon? Vraiment, ça c'est une très belle question. Mais vous savez qu'en parlant du statut de l'artiste au Gabon, ça fait jaser en ce moment, hein, dans le milieu artistique. Vous savez, pour la petite histoire. Oui, j'ai vu sur votre profil quelque chose que les téléspectateurs vont voir d'ailleurs. Ouais. Je refuse le cachet. C'est quoi déjà? Non, mais parce qu'on revendique aujourd'hui le statut de l'artiste en fait. Bon, je pense lors du confinement, les artistes ont fait recours au gouvernement parce que c'était vraiment difficile. Mais le gouvernement avait promis de venir en aide à tout le monde. Voilà. Et vous avez reçu beaucoup d'argent, non? On n'a rien reçu parce que, soi-disant, ça c'est un des responsables, hein,
je pense, la première tête même du ministère de la Culture, on va dire, mais qui va dire que, écoutez, les artistes, le gouvernement ne peut pas, sinon l'État ne peut pas venir en aide aux artistes parce que les artistes ne sont pas reconnus, ils exercent dans l'informel. Mais ça me fait rire, hein, excusez-moi. Et ça me fait même pleurer de rire. Parce que lorsque nous avons des élections ici, on fait recours aux artistes qui évoluent dans l'informel. Pendant les campagnes électorales, c'est vrai. Les campagnes électorales, présidentielles, législatives, locales, ainsi de suite. Et là, vous n'êtes pas dans l'informel. Là, nous ne sommes pas dans l'informel. Là, vous êtes des artistes. Là, nous sommes des artistes. Ah, vraiment des superstars même, puisqu'on fait leur louange. Mais lorsqu'on a besoin d'eux, mais là, ils ne sont pas là, ils ne nous reconnaissent pas. Et moi, à la même occasion, je lance un appel à tous mes frères artistes. Vraiment, aimez-vous d'abord, vous-même personnellement. Il faut vous respecter. Si vous ne vous respectez pas vous-même, personne ne vous respectera. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je pense que l'heure est arrivée où l'artiste doit se prendre en charge, doit prendre son destin vraiment en main. On ne te respecte pas, ok? On ne te considère pas, il n'y a pas de souci. Le jour où cette personne a besoin de toi, tu diras, mais écoute, moi je n'ai pas de prix à tes yeux parce que je ne suis rien, mais écoute, moi je ne peux pas aussi intervenir face à ta doléance, tout simplement. Donc l'artiste souffre d'un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance, de considération. Nous avons du talent au Gabon, nous avons vraiment du talent, mais c'est triste parce que l'artiste n'est pas soutenu. Quels sont tes projets? De quoi rêves-tu? Pour toi, pour la jeunesse africaine? Mon rêve d'abord, c'est de mettre en place une structure qui fera par exemple dans l'exportation de la musique gabonaise sur le plan international. D'accord. Mon message sur la jeunesse africaine, je rêve d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse entreprenante, d'une jeunesse fière. La fierté, c'est pas avoir tant d'argent, c'est avoir la possibilité de s'exprimer dans ce qu'on aime. Ça veut dire que si je suis un vendeur d'eau, que je vende de l'eau avec amour. Et que les gens boivent de la bonne eau. De la bonne eau, tout simplement. C'est être le meilleur dans ce qu'on doit faire pour être des exemples demain. Avant qu'on se quitte, quel son tu nous proposes et pourquoi? Moi, je vais vous proposer cette fois-ci Diamboui. Diamboui, c'est le morceau en hommage à Disungui, qui était un grand artiste, qui avait encore beaucoup de choses à démontrer, mais qui malheureusement nous a quittés à la fleur de l'âge. Et on a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Donc, lors d'un casse d'ailleurs que je salue au passage comme ça. Et voilà. Chers téléspectateurs, vous avez aimé ce son-là comme nous tous ici. On sent le punch de ce garçon. Hein? Ce n'est pas simplement des paroles, on le sent dans ce son-là. Hommage, nous sommes solidaires de cet hommage que tu adresses à ton ami disparu, que son âme repose en paix. Un aîné. Un aîné? Ah, que son âme repose en paix. Souley, on va t'écouter pour ta chronique. Oui, proposer quelques solutions pour la question de la gouvernance en Afrique. La bonne gouvernance, pour nous éviter tous ces malheurs. On parlait de la jeunesse tantôt. Des jeunes vont penser que l'engagement, c'est d'occuper le terrain revendicatif et se mettre à lancer des pierres, à lancer des pavés et même parfois à s'entretuer.
Souley, peut-être que quelquefois, lancer des pavés, lancer des pierres, c'est peut-être une façon de secouer le cocotier pour faire bouger les lignes. Et peut-être de s'exprimer aussi. Oui, bon, je pense aussi quand on n'est pas écouté, quand on n'en peut plus. Ça peut traduire le manque de formation politique, le manque de formation, de conscience politique. En ce sens que, comment faut-il voir les dirigeants? Il faut les voir comme des acteurs qui devraient se donner la main et non comme des ennemis. Le rapport d'opposition que tout le monde encourage. Nous sommes nous-mêmes coupables, en quelque sorte, de ces crises-là. Il faut remplacer le rapport d'opposition par le rapport de complémentarité. Et qui doit faire ça? Ceux qui ne sont pas satisfaits. Nous qui applaudissons, nous qui nous engageons, nous qui lançons des pierres parce que ce n'est pas X, parce que ce n'est pas Y. Nous devrons prendre conscience de la nécessité de leur demander de changer de paradigme. Souley, je suis d'accord avec toi, mais il faut bien que ces gens-là écoutent. Tu penses que ceux qui écoutent, ils sont caillassés? Ceux qui écoutent les manifestations, on leur balance des cailloux, non? Non, les jeunes qui s'entretuent pour des gens qui sont dans leur palais feutré et qui jurent de vouloir travailler pour le bien-être. On ne peut pas ne pas s'entendre si vraiment c'est pour aider à l'émancipation de la population. Je comprends cette nuance. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit il faut changer de paradigme. C'est vraiment gouverner autrement. Réellement, le rapport d'opposition n'a pas de sens. Même les juristes s'y perdent quelque part. Parce qu'on édicte des lois, on impose des façons de faire et on encourage l'antagonisme. Alors que sur le plan réellement idéologique, les gens ne sont pas opposés. Parce qu'on doit se battre pour aider les orphelins, on doit se battre pour l'émancipation de la jeunesse, on doit se battre, on doit s'entretuer pour venir à l'aide aux veuves. Souley, sans que tu le sentes, est-ce que tu n'es pas en train de nous proposer, je ne parle pas d'un pays spécialement, tu n'es pas en train de nous proposer de revenir à une sorte, ou d'aller vers une sorte de parti unique là? C'est pas, pas le parti unique. On peut avoir des nuances si tu veux. Des changements, des prises de position, pas tout le temps antagoniste. Non, pas forcément. Ça n'a pas même besoin d'être antagoniste. D'accord. On peut se compléter. Hein? C'est-à-dire que tu es libre de penser qu'on peut procéder autrement. Parce qu'en fait, la démocratie dont on parle souvent, elle devrait résulter d'une réelle discussion pour établir les hiérarchies dans les priorités. Qu'est-ce qu'on fait d'abord ensemble? C'est ça, une vraie discussion pour établir les hiérarchies. On va tester. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais en Afrique, c'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Ah oui, je suis d'accord, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on se met les pinceaux, quoi. Oui. On se met les pinceaux. Le fait que je ne partage pas ton idéologie, tu me vois déjà un ennemi. Or, je suis ton frère. Ton frère. D'accord? Voilà. À travers ma critique, ça peut te permettre d'améliorer un point. Exact. Voilà. Exact. Donc, c'est vraiment compliqué. On est encore loin de l'essentiel. En Afrique, nous sommes encore loin, honnêtement. Parce que la politique, c'est un jeu. Voilà, je suis d'accord avec lui parce que les vrais débats, c'est comme si les vrais débats n'avaient pas commencé. Voilà. Et on joue avec le superficiel. Et on s'accroche à l'éphémère, au superficiel. Est-ce que tu ne sens pas que quelquefois, que les gens... est-ce que tu as déjà constaté, par exemple, en Afrique, des démissions? En Afrique, il n'y a pas de démission. On s'accroche, les gens sont démissionnés. Ailleurs, ils ne sentent pas, ils ne répondent pas. Au Sénégal, il y a un ministre qui a démissionné, enfin qui aurait démissionné, hein, je pense. En Afrique? Oui, au Sénégal, c'est l'Afrique. Ouais, mais Souley, c'est l'exception qui confirme la règle. Enfin, ça c'est ce qu'on apprend. Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il a été démissionné? On ne sait pas. Voilà, c'est ça. Innocente, quel est ton point de vue sur ça? Apprendre, gouverner autrement, on est d'accord, mais gouverner autrement, comment tu le sais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tendre la main au système, au pouvoir, essayer de dialoguer? Tu penses que les gens vont être écoutés?
Parce que, excuse-moi, parce que même en démocratie, en France, les gilets verts, les gilets jaunes, par exemple, ils ont été écoutés. Et il a fallu qu'ils caillassent, pardonnez la trivialité de l'expression, pour qu'on les écoute enfin. Mais on a mis beaucoup de temps à les écouter. Oui, on a mis du bruit, d'accord. Bon, Innocent, lui, s'est interrompu. Moi, je voulais savoir, au début, quand Souley parlait, je voulais savoir s'il pensait à tout le monde ou bien s'il pensait à l'Afrique tout simplement. Et pour rester en Afrique, avec les Africains, c'est simple et compliqué à la fois. Parce que je pense que les Africains sont de mauvaise foi. Ils ont ceux qui dirigent ou ceux qui sont dirigés? Tout le monde. Les Africains sont de mauvaise foi. Oui, c'est intéressant, oui. Parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Le faire, c'est s'éloigner des petits plaisirs égoïstes. Oui. Et pour continuer à se faire plaisir, ils mettent tout le monde dans la misère. Oui. C'est ça en Afrique. Moi, je prends l'exemple simple des masques. Les masques contre la Covid, c'est une solution qui a prouvé son efficacité. Mais qu'est-ce qui met vraiment le masque en Afrique? Oui. Je ne peux pas respirer. Et j'ai vu des filles, parce qu'elles doivent mettre un rouge à lèvres, elles n'ont pas de masque. Attends, mais c'est... Où est la priorité? C'est le bien-être de tout le monde ou ce pensant égoïste-là qui veut avoir des solutions pour soi-même. Et justement, je prends cet exemple-là, dans tous les domaines, c'est la même chose. Oui, c'est intéressant, cet exemple est intéressant. En fait, quand je parle de gouverner autrement, au-delà de l'entente, de l'accord que les politiciens, les partis politiques peuvent atteindre, il faut penser à la formation des administrés. Voilà que dans un pays, il ne faut pas le nommer ici, il y a eu bavure policière. Une fille de 22 ans, ou c'est une jeune dame, a été battue à mort parce qu'elle ne portait pas de masque. Qu'est-ce qui empêche de former, de sensibiliser, de continuer à expliquer comme nous le faisons en classe? Mais j'ai vécu ça il y a 2 ou 3 jours. Battre à mort quelqu'un qui n'a pas porté de masque. On a vu les vidéos où c'est pas seulement l'Afrique, il y a eu des dérives. Battu par qui? Hein? Battu par qui? Pas les hommes avec des matraques, des policiers. Mon Dieu. Moi j'ai vu dans mes déplacements, combien de gens en uniforme j'ai vu avec le masque au niveau du menton? Voilà. Mais aujourd'hui le masque c'est pour le menton. Hein. C'est pour le menton. Ouais. On évite que la Covid aille à la barbe. Voilà. Donc Souley, pour me résumer, parce qu'il faut qu'on arrive à la fin de l'émission, ce qu'il faut, c'est ce qu'Innocent a dit, une entente, se donner la main, arrêter de penser au plaisir personnel. Oui, les petits appétits égoïstes. Le problème, c'est que quand on pense à tout le monde, si tout le monde pense à tout le monde, au final, tout le monde sera bien. Exact. Faisons cette expérience-là au moins une fois pour voir ce que ça donne. Mais je ne sais pas, le bien-être personnel pour le bien-être collectif. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et il y a assez de ressources pour tout le monde. Exact. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Exact. C'est vrai. Exact. On souffre de la mauvaise gouvernance. On ne souffre pas de faim, on ne souffre pas de pauvreté en Afrique. On souffre de la mauvaise gouvernance. Mais Souley, ceux qui sont aujourd'hui les gouvernants, et c'était des administrés, s'ils avaient cette culture-là, s'ils avaient été éduqués, aujourd'hui, en étant gouvernants, ils auraient des comportements positifs. Exact. Mais quand ils sont au bas de l'échelle, chacun est égoïste. Au sommet, ce sera pareil aussi. C'est vrai. Voilà. Nous vous l'avons dit, nous suscitons la réflexion et nous donnons nos points de vue et nous laissons les téléspectateurs nous donner leur point de vue à travers le numéro WhatsApp. Appelez-nous, likez nos émissions dans YouTube. Chers compagnons, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Cher invité. Bonne soirée à toi. Et bonne continuation à Marine Parr. Merci beaucoup. Merci beaucoup à votre équipe. Chers téléspectateurs, passez une excellente nuit. À très bientôt. Au revoir.